Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs à 22h30, vous avez accès à cette émission. Vous nous écoutez du côté de Cancan sur 99 FM. Merci de votre fidélité. On part avec quelques SMS reçus. Lui, il est du côté du Canada, c'est Alpha, donc Edmonton du côté du Canada, qui nous envoie ce message. Voilà un ministre très discret, mais qui fait un gros travail fourni sur le terrain. Je valide sa démarche car c'est pas une procédure aisée, la gestion, réforme de l'administration. Félicitations et courage à lui. J'espère qu'il aura la chance de poursuivre son challenge. On reste là-dessus avec cet autre message. Voilà, les 4015 n'ont jamais été dans une école de police, monsieur le ministre. Dans les conditions normales du personnel de la police, il est recruté, formé avant d'être engagé. Malheureusement, c'est le contraire qui se passe chez nous pour le cas des 4015. Donc, le recrutement, on va s'intéresser là-dessus. Selon certaines sources d'information, il existe de faux diplômes, il l'a dit le ministre, des changements d'identité permis, en tout cas en ce qui concerne ces chiffres. On reste là-dessus avec cet autre message, monsieur le ministre. Voilà, ce qui concerne, cet auditeur qui pose la question, l'État ne peut rien, seules les entreprises publiques offrent de l'emploi pour peu qu'elles soient soutenues. On parle un petit peu des entreprises publiques. C'est un peu dans ce sens. Je n'ai pas trop compris la question, mais je vais revenir un peu plus là-dessus. Et c'est une question à son excellence. Qu'en est-il de la situation des certifiés du projet rajeunir et féminiser l'administration? C'est un projet phare du professeur Alpha Condé avec l'appui de la France. C'est un auditeur donc qui pose cette question. On part avec la plateforme de la radio. Ces auditeurs, voilà, évidemment. Monsieur le ministre, quel sort réservé aux enseignants contractuels? L'État et le corps... Je sais pas, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Franchement, je ne comprends pas, le monsieur. Bonjour les GG, c'est ADK. Je voudrais que vous demandiez au ministre quand la publication du lot de faux arrêtés qui attendent toujours leur intégration. Donc, cet autre auditeur, donc bonjour les GG. Quel est le dépôt de recrutement des agents de sécurité de l'environnement? Je ne comprends pas. Allez, on va continuer le débat avec le ministre. Oui, monsieur le ministre, moi je rebondis à ce que vous disiez quand on partait à la pause, parlant de ce grand contrôle, de cette vaste et robuste opération, je reprends vos termes, que vous allez engager les semaines à venir pour traquer, en tout cas, dans la réalité, ces faux agents. Et alors, cette opération, elle va se mettre en place dans quelles conditions? Parce que quand on sait que les fonctionnaires guinéens, pour se rendre à leur lieu de travail, il n'y a pas de système de transport. Ça, c'est une première observation. Et quand ils viennent dans ces lieux de travail, il n'y a pas même où travailler. Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'infrastructure. C'est dans la plupart des cas. Alors, j'ai fini avec la question des anciens ministres et des anciens premiers ministres. Et ils n'ont pas de bureau. Généralement, ils sont retournés à leur département d'origine où ils ne sont pas postés. Donc, quelle est leur situation? Parce que quand vous allez engager cette opération, quel va être leur sort? Ça, c'est la question concernant donc cette opération. Et je prends dans le tas certains corps, les contractuels de l'enseignement, ces enseignants contractuels. Quel est leur sort? Quel est le sort de ces jeunes, en tout cas, qui se sont mis en tenue de douaniers et qui partaient régulièrement devant la primature? Quel est leur sort? Et quel est le sort du reste des 500 jeunes DAF qui n'ont pas été déployés encore? Donc, c'est une question en double. D'abord sur le contrôle, avec ses conditionnalités. De l'autre côté, le sort d'un certain nombre d'anciens ministres. Les anciens ministres, les 500 jeunes, les contractuels, etc. Mais souvent, ils ne reprennent pas le boulot, ces anciens ministres. Quand vous prenez le cas de Pogomou. Ils n'ont pas où aller. Ils n'ont pas où aller. Parfois, ils ont honte de retourner. Oui, c'est vrai. Ça c'est important qu'on entende le ministre de la fonction publique là-dessus. Allez-y, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je dis que le contrôle permanent, d'abord il faut concevoir le contrôle comme étant une fonction de gestion.
c'est à cause de la mauvaise gouvernance c'est bon. on a et les problèmes de corruption qu'on a relégué au dernier plan l'activité liée au contrôle. Sinon, c'est une fonction de gestion, comme la planification, comme l'organisation, comme la direction. Bon, et en ce qui concerne ce contrôle permanent qui va débuter bientôt, je dis qu'il vise tous les fonctionnaires, postés ou non postés. Et vous savez, le contrôle, le pointage, qu'il soit physique ou électronique, il y a deux objectifs. Soit on privilégie l'aspect présentiel des cadres, soit on privilégie l'approche horaire, la charge de travail. Alors, dans notre cas, nous privilégions d'abord l'aspect présentiel. Alors que le fonctionnaire vienne à 8 heures, nous l'exigeons. S'il vient mentionner aussi, il se fait pointer à 10 heures, nous enregistrons. Mais pour un départ, nous voulons nous rassurer que les fonctionnaires qui sont payés sur le budget de l'État sont effectivement présents en Guinée et qui se présentent à leur poste de travail, postés ou non postés. Ça, nous voulons nous rassurer que ce n'est pas des fictifs. D'accord. Ça, nous allons privilégier ça au niveau, élargir au niveau de tous les fonctionnaires. On vous ferait pointer physiquement dans les registres, mais électroniquement à travers les pointeuses électroniques. Maintenant, à la fin de l'opération, pour les 3 mois, nous savons qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne sont pas postés. Pas seulement les anciens ministres. Alors, nous allons appliquer les dispositions du statut général des fonctionnaires qui stipule que lorsque un fonctionnaire n'est pas posté, ce n'est pas sa faute, c'est que l'administration n'a pas eu les moyens de l'utiliser. Donc, en attendant, on le met en congé d'expectative. D'accord. Pour toute la durée pendant laquelle l'administration n'aura pas besoin de lui. Mais dès qu'on a besoin de lui, on le poste, on le ramène, donc on met fin à son mais entre-temps, il continue d'être payé. Voilà. C'est un congé payé. Ouais. Alors, l'autre aspect du contrôle, c'est l'aspect horaire, la présence horaire. Comme dans les entreprises. Vous venez à 8 heures, vous devez retourner à la fin de l'heure. Alors, durant le mois, on calcule le volume horaire, n'est-ce pas, pendant lequel vous avez travaillé. Et on fait si vous avez raté, n'est-ce pas, un certain volume horaire de travail, 10 heures dans le mois ou 12 heures dans le mois, on fait une défalcation. On fait une défalcation sur votre traitement. Alors, mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. D'abord, tous les services publics ne sont pas encore dotés de pointeuses électroniques. C'est ce qui va être fait avec l'appui de la Banque mondiale. Vous êtes à combien de pourcents aujourd'hui? Bon, d'abord, tous les ministères sont dotés. D'accord. Toutes les préfectures sont dotées et toutes les régions. Mais c'est insuffisant parce que quand on prend un grand ministère comme les finances, avec les différentes structures, en principe, chaque structure doit être dotée d'une pointeuse électronique. Oui, mais à part les départements, quand je prends par exemple le cas du département de la communication, on sait que la RTG, il y a un nombre pléthorique de fonctionnaires, finalement, qui ne se pointent même pas, qui ne viennent pas. Qui va qu'à d'autres occupations. Justement, est-ce que de ce côté, c'est pas seulement le ministère de la communication, parce qu'il n'y a pas le ministère en lui-même qui nous intéresse, mais plutôt des départements stratégiques, si je peux me permettre de dire comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là, monsieur le ministre? D'abord, le cas des journalistes ou même des agents de police, ils sont pas... C'est pas déjà des bureaucrates pour être là à 8 heures et repartir à 16 heures. Donc, nous mettrons en place un système approprié de contrôle au niveau, n'est-ce pas, des professions qui exigent une certaine mobilité professionnelle. Alors, l'essentiel est que ces gens soient pointés. Puisque nous avons des contrôleurs qui sont là sur place tous les jours et à chaque heure, ces agents ont l'obligation de se faire pointer. Sinon, à la fin du mois, ils ne seront pas comptabilisés. Voilà. Le ministre Sékou Kourouma, notre invité ce matin chez les GG. Oui, sur ma deuxième question, ouais. Le cas des contractuels, des enseignants contractuels, des 500 jeunes DAF, mais aussi de ceux qui réclament leur intégration à la douane.
Bon, d'abord pour le cas des enseignants contractuels. Je crois savoir que... Il n'y a pas que des enseignants. Je parle des enseignants, des contractuels. En général. Alors, il n'y a aucune règle absolue qui dit que lorsque on est contractuel, qu'on peut migrer directement dans la fonction publique comme fonctionnaire. Aucune règle ne l'établit. Alors, notre administration publique, c'est une administration publique à deux vitesses. À la fois une fonction publique d'emploi, donc on recrute des contractuels et on met fin à leur fonction lorsqu'on n'a plus besoin d'eux, comme dans le privé. Ensuite, il y a la fonction publique de carrière. Là, on recrute des carrières les fonctionnaires qui passent toute leur vie au service, à servir, n'est-ce pas, la communauté. Donc, comme vous l'avez dit, un contractuel, c'est celui qui bénéficie d'un emploi qui n'est pas permanent. Ouais. Quand l'emploi est supprimé, le contractuel, il s'en va. Donc, il n'y a pas de principe qui fonde la migration des contractuels en fonctionnaires. Ce qui veut dire que le concours que vous vous apprêtez à lancer, il est libre, hein, il est loisible à ces contractuels parce que leur nombre est estimé à plus de 7000 quand même. Est-ce qu'il est loisible de participer à ce concours finalement pour obtenir leur intégration à la fonction publique? Je crois que c'est la plus grande opportunité pour les contractuels de l'éducation de se présenter à ce concours pour être fonctionnaire. C'est la plus grande opportunité. Une précision avant de vous poser cette question. Vous parlez des contractuels, il n'y a pas que des enseignants, il y a aussi des chauffeurs. Si ces chauffeurs doivent, par exemple, intégrer, oui, ils ont des chauffeurs. Si ces chauffeurs doivent, par exemple, intégrer la fonction publique, puisque le statut du fonctionnaire est clair, et on ne peut accéder à la fonction publique que sur concours. Que se passe-t-il pour ces chauffeurs? Deuxième question, l'immobilisme au sein de l'administration. Nous sommes dans une administration où vous allez voir une personne qui fait 20 ans au même endroit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour rendre cette personne ou ces personnes vraiment importantes pour l'administration, mais dans d'autres secteurs? C'est encore l'une des plaies de notre administration. Vous avez raison. Et d'abord, les chauffeurs contractuels, ils ne peuvent pas être des fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires sont classés en 3 catégories. C'est la catégorie A, B et C. À l'intérieur de A, il y a des catégories intermédiaires. Pour avoir témoigné d'un certain niveau de formation et de compétences. Ils ont fait des concours. Mais je crois savoir que les chauffeurs ne font pas de concours pour accéder à la fonction publique. Ils ne sont pas des fonctionnaires, ils sont des contractuels permanents. D'accord. Et ils évoluent dans ce statut-là. Ils ont la qualité de contractuel permanent. Mais il y a des appels d'offres dans ce sens-là, ces chauffeurs-là, comme si vous devez les recruter. Oui, absolument. Voilà. Ok. Et ça fait l'objet d'un appel d'offres. Maintenant, quant à l'immobilisme, c'est une des plaies de notre administration. Que vous n'avez pas soigné. Oui, la réforme, c'est graduel. On ne peut pas. La réforme, lorsqu'elle est brutale, elle est rejetée. Elle crée des rejets et, n'est-ce pas, et même des révoltes. Bien. Alors, il faut aller graduellement. Le sujet de la réforme, c'est des individus, c'est des personnes qui ont des besoins, qui ont des attentes. Et l'action des réformes porte sur les hommes. Ouais. Ce n'est pas sur des animaux. Ouais. Donc, il faut aller graduellement, de façon pédagogique, pour faire... avaler un peu les différentes pilules. Toute réforme est source de tension. Mais bien sûr. Il faut tenir compte de ça. Donc, l'immobilisme, sinon, dans le statut général de la fonction publique, il est prévu la règle de la mobilité. Mobilité professionnelle, c'est-à-dire qu'on peut changer de profession ou de fonction pour les mobilités fonctionnelles, mais mobilité géographique, on peut quitter d'un milieu à un autre. Mais ce n'est pas réglementé. Et il faut alors réglementer. Parce que ça crée des fonctionnaires féodaux dans les services, inamovibles. Alors, et lorsqu'on atteint un certain seuil dans un poste, alors on devient incompétent parce qu'on ne peut plus innover. Ouais, mais est-ce que vous avez un projet, le syndrome Peter, monsieur le ministre? En ce qui concerne... Oui, un projet de loi. C'est un projet de texte, pas de loi, de texte réglementaire
pour asseoir, n'est-ce pas, promouvoir le principe de mobilité au sein de la fonction publique. Allez, Jacques Léo. C'est ce qui se passe avec les diplomates là. Vous constatez que lorsque les diplomates, quand on fait fonction publique internationale, dès que vous faites 3 ans quelque part, vous quittez immédiatement, vous allez. Donc nous allons essayer de voir la même chose, mais progressivement. Je reprends votre expression. Vous disiez à l'instant que la réforme est graduelle et pédagogique, mais quand on prend la question de ces contractuels, il faut quand même rappeler qu'avant vous, ces contractuels se donnaient une opportunité d'intégrer la fonction publique lorsqu'ils prenaient du temps, notamment au niveau du secteur de l'éducation. Est-ce que vous n'estimez pas que votre démarche a été brutale à ce niveau? Et puis l'autre question que je voudrais poser, c'est par rapport aux pointeuses, parce que vous les avez déjà installés dans certains départements ministériels. À ce jour, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Est-ce que vous avez déjà des éléments qui vous permettent si vous voulez... Les éléments d'appréciation. Les éléments d'appréciation donc de cette démarche. La démarche dans quoi? De la pointeuse électronique. Ok, d'accord. Merci bien. Alors, d'abord la dernière question. Je dis que nous avons des résultats parce que depuis 5 mois, on a installé les pointeuses électroniques à titre expérimental dans 5 départements: la coopération, les finances, le budget, la fonction publique et je crois le plan. Donc, ça, tous les fonctionnaires font l'objet de pointage électronique chaque mois. Ouais. Et chaque mois, les administrateurs de la pointeuse nous font un rapport sur l'état des présences de chaque fonctionnaire. On enregistre qu'il y a des décès, on enregistre, n'est-ce pas, qu'il y a des gens dont l'absence n'est pas justifiée. Donc, on prend les mesures. Nous avons des résultats. Parce que chaque fois que quelqu'un est décédé, les gens ne déclaraient plus. Mais quand quelqu'un est décédé maintenant, dans le mois, on le sait parce qu'il ne peut plus pointer. Il ne peut plus pointer. Et quand il est absent aussi, parce que nous avons maintenant des fonctionnaires qui sont des commerçants, ils peuvent quitter ici pour aller en Europe pour traiter les affaires pendant des mois. Alors tout ça, ce pointage électronique nous renseigne, n'est-ce pas, de l'état de présence ou d'absence des fonctionnaires. Qu'en est-il du système de bancarisation, monsieur le ministre? Parce qu'on paye souvent les gens en espèces. Pardon? Bancarisation, qu'en est-il? Des salaires. Des salaires. Oui, bon, en partie, je n'ai pas les statistiques, mais une bonne partie des fonctionnaires est payée sur la base par des banques. Et une autre partie, n'est-ce pas, à travers non pas les microfinances, les chèques de mais banque, les billetages. Ok. Les Donc billetages, en les espèces. trésoriers, les espèces. Ouais. Mais de plus en plus, nous avons des offres de la part de certaines sociétés pour nous proposer justement un mécanisme de bancalisation de l'ensemble des salaires. Mais lorsque nous aurons terminé complètement le recensement biométrique et avec la présence des pointeuses électroniques, nous passerons à cette phase pour que tous les fonctionnaires, même y compris les contractuels, soient payés soit par les institutions de microfinance, mais en tout cas par... Du côté de votre département, est-ce que tout le monde est payé par la banque ou bien il y a des gens qui touchent en espèces? Dans mon département, oui, dans votre département, il y a à peu près 70% de salaires bancarisés. Bien. Tamba. Alors, monsieur le ministre, on va tout à l'heure aborder la question de l'ENA que les Guinéens ont salué. Mais pour finir avec ce premier sujet, nous sommes à l'ère de la planification. Cette réforme-là, à l'intérieur de votre département, sur combien de temps vous avez planifié de redonner à la Guinée les bases d'une administration forte et assainie? Combien de temps? Quelle est la planification qui a été faite par rapport à ça? Et combien est-ce que la réforme coûte à l'État guinéen? Parce qu'il y a trop de nous allons. Voilà. Deuxième question, finalement, ça concerne l'ENA. Où en est-on? C'est un projet que les Guinéens ont salué. On a vu quelques cadres qui ont été envoyés en formation au Canada. Et aujourd'hui, où en est-on précisément? Merci bien, c'est une très bonne question.
Je dis que le projet d'implantation d'une école nationale d'administration procède de la volonté de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de professionnaliser notre administration et de créer l'excellence au niveau de la haute fonction publique. Parce que justement, si vous prenez l'état de notre administration dans les 10 dernières années, vous comprendrez que la notion de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut a toujours été galvaudée, mais jamais appliquée. Alors, le projet ENA, justement, viendra mettre fin à cette pratique d'abord de politisation de l'administration, de nomination à travers des pratiques de népotisme, de régionalisme et que sais-je encore. Alors, donc, le projet, dans le cadre de ce projet, nous avons commencé, avec l'appui du président de la République, à organiser d'abord une mission d'étude pour la réalisation, la faisabilité de l'École nationale d'administration à travers un appel d'offres international. Et c'est l'ENAP de Québec qui a eu ce marché d'études, qui est aujourd'hui complètement bouclé. Et les résultats de cette étude nous ont permis de disposer aujourd'hui du type d'ENA que nous voulons et comment on appelle ça, les aspects programmes, quelles sont les filières de formation que l'ENA doit développer et comment on accède à l'ENA, quel est le contenu du programme qu'il faut développer. Là, nous avons vraiment ces données-là. Et deuxièmement, nous avons sélectionné des cadres guinéens qui sont partis en formation à l'ENAP de Québec, formation des formateurs. Ils sont aujourd'hui là, ils sont disponibles et prêts à dispenser, n'est-ce pas, des cours. Et également, nous avons organisé des voyages d'études à travers les différentes ENA de l'extérieur ou de la sous-région. Et à date, nous-mêmes, nous nous sommes déplacés pour aller à Paris, signer une convention de partenariat entre la Guinée, l'ENAP de Québec et l'ENA de France. Cette convention de partenariat existe et ces deux institutions, il faut d'ailleurs ajouter l'ENAP de Maroc également, de Rabat, elles sont prêtes, n'est-ce pas, à accompagner la jeune ENA dans son opérationnalisation. Alors, très bientôt, d'ailleurs, on recevra une mission qui va venir pour que on puisse transformer cette convention en projet opérationnel. Mais le délai, justement, parce que Tamba a posé la question. Combien de temps ça va, la planification, combien de temps ça va prendre tout ça? En termes de temps, d'abord, je dois préciser que la mise en place de l'ENA revêt deux aspects. Il y a l'aspect développement institutionnel que je suis en train de développer là, jusqu'au recrutement des nouveaux élèves, mais aussi il y a l'aspect infrastructure. L'aspect infrastructurel, on a un site de 6 hectares à Kénendé qu'on est en train de réhabiliter et de viabiliser. Et sur fonds propres, sur fonds de l'État. Alors, la clôture pour construire les murs de sécurité, alors il y a une entreprise qui est en train de travailler, de clôturer ces 6 hectares sur fonds propres. Maintenant, mais ça prend combien de temps? 2 ans, 3 ans? La réforme. La réforme en général, nous l'avons planifiée de 2014 à 2017. Bien. Allez, 2014-2017. Voilà. Allez, le coût, c'est 30 millions de dollars. 30 millions de dollars. Allez, on va évoluer. Tout projet confondu. Allez-y, Ahmed. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé de ce contrat, de ce contrôle permanent sur lequel moi je veux bondir donc. L'aspect social, est-ce que vous avez tenu compte de cela? Parce qu'un jeune que vous envoyez dans une ville à l'intérieur du pays, il ne veut pas se faire des ennemis. Il se retrouve dans un département où il doit, le matin, vérifier la présence des uns et des autres. Et après, on lui dit... Non, mais tu sais, telle personne, il y a ceci, il y a cela, donc il faut mettre.
Est-ce que vous avez pensé à cela? Et l'autre aspect, c'est qu'est-ce que vous ne mélangez pas les pinceaux? Parce que dans les différents recrutements dont vous parlez, c'est qu'on fait les concours et après on se met à vérifier les diplômes. Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord vérifier tout cela, faire d'abord le tri avant de permettre à ces personnes de pouvoir faire le concours? Même en termes de coûts, ça pourrait diminuer. Oui, donc vous avez très mal compris parce qu'avec la santé, on a fait la vérification des diplômes et on a mis de côté, écarté les faux diplômes. Ceux qui avaient les diplômes authentiques, c'est eux qui ont concouru. À la police, vous payez avant de contrôler? Non, ils n'en paient pas. C'était depuis la transition. Oui, c'est pas nous, c'est un héritage. Justement, mais écoutez, tout ce que vous avez dit, on ne peut pas prendre la responsabilité d'une situation qu'on n'a pas gérée. Oui, vous avez parlé de la santé. L'éducation aussi, les gens ont déposé les dossiers, le concours n'est pas fait parce que nous sommes à l'étape de vérification des diplômes. Vous voulez qu'on saute l'étape là? C'est juste pour comprendre, monsieur le ministre. Justement, le peuple a droit de savoir. Oui, c'est pourquoi je vous... Les grandes gueules. Le raisonnement ne tient pas. Bien. Parce qu'on n'a jamais fait le concours. C'est une question, c'est une question. Non, c'est une question. Oui, c'est juste une question. Alors, ça ne tient pas, mais je suis désolé, vous vous êtes engagé à payer des gens que vous n'avez pas recrutés. Je suis d'accord, mais vous êtes engagé à les payer et après faire le contrôle. Ah oui, parce que nous avons hérité, maintenant nous voulons assainir. En attendant, nous avons fait le recensement biométrique. On a mis de côté près de 10 000 fictifs pour 90 milliards Les de francs. grandes gueules. Ce n'est pas nous qui les avons recrutés. Mais nous mettons de la rigueur pour assainir la situation. Et on va par étapes. Et pour le contrôle permanent, l'aspect social? Et l'aspect social, justement... Les risques de corruption de ces jeunes. Oui, vous avez raison. Je crois qu'on pouvait prendre les fonctionnaires, recruter des fonctionnaires pour aller contrôler des fonctionnaires. Qu'est-ce que vous auriez dit? C'est la question même que je voudrais poser. Pourquoi si on recrutait des fonctionnaires pour aller contrôler, pointer les fonctionnaires, qu'allez-vous dire? Oui, mais à un moment, nous avons privilégié, puisque c'est les jeunes en quête diplômés, en quête du premier emploi, qui sont beaucoup plus motivés, plus intéressés à ce qu'il y ait de l'emploi. Ça ne suffit pas. Accéder à la fonction publique. Ça ne suffit pas pour échapper à la corruption. Nous disons que, prioritairement, nous pouvons compter sur leur engagement. Nous allons les former. Bénéfice du doute. Et ils seront aussi rémunérés conséquemment. Monsieur le ministre, le risque de corruption est là. Monsieur le ministre. Mais quand même... Mais vous semblez être Monsieur le fataliste. ministre, je voudrais revenir sur ces jeunes. Vous êtes fataliste, hein, vous êtes dans une sorte de fataliste. Non. Allez-y. Monsieur le ministre, alors les jeunes, vous les recrutez pour combien de temps? Parce que vous nous apprenez la question, ils ne sont pas des fonctionnaires. Nous les recrutons pour 3 mois. Et vous êtes sûr qu'après les 3 mois, les habitudes ne vont pas reprendre? Non, après les 3 mois, le pointage systématique va continuer dans tous les services publics. C'est une activité, c'est ce que je dis, c'est une fonction de gestion. Ce n'est pas une activité de charme, ce n'est pas une opération qui va s'arrêter, ça va continuer. Bien. Ouais. Voilà. Après les 3 mois, les jeunes vont rentrer, mais nous avons des inspecteurs. Nous avons des inspecteurs, des structures qui sont créées rien que pour ça. Ça parce que moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi vous n'avez pas, si vous voulez, responsabiliser vos inspections pour qu'elles fassent, n'est-ce pas, ce travail? Il ne peut pas couvrir l'ensemble des services publics. C'est cette dernière question, monsieur le ministre. Il ne peut pas. Mais ils sont des superviseurs, ils vont superviser l'opération. Donc ce sont des inspections tronquées. Bon, je vous laisse la responsabilité de votre terrain. Je voulais quand même, je voulais poser cette dernière question, mais je ne sais pas si pour ces jeunes contrôleurs, s'il est prévu que une fois l'opération qui va être engagée terminée, une fois que des fictifs auront été dégagés du fichier, est-ce qu'on va leur faire de la place? Vous allez Les grandes gueules. Vous allez y répondre. Mais pour terminer, sur le cas des certifiés du projet Rajeunir et féminiser la fonction publique, qu'en est-il? Quelle est leur situation? Bon, disons d'abord que nous ne promettons à aucun contrôleur qu'après le contrôle, on va l'engager. Tout engagement sera subordonné à l'organisation des concours et en fonction des besoins exprimés par les départements ministériels.
Bien. En ce qui concerne les certifiés du projet Rajeunir. Je vais insister sur cela. Est-ce que vous travaillez directement avec ces contrôleurs ou bien c'est une société qui gère? Je veux dire, est-ce qu'il y a une société Non, il y a l'AGIP qui les a recrutés. D'accord. On les met à notre disposition. Ok. On va les former au niveau de chaque région administrative. Après, on les redéploie dans les préfectures et les services. Pensez-vous vraiment que vous allez vous en sortir avec cela? Parce que quand on prend un petit peu le cas des sociétés de téléphonie qui recrutent d'autres sociétés pour des standardistes, par exemple. C'est juste un exemple que je donne. Je ne sais pas trop. Bon, de toutes les façons, nous sommes confiants au dispositif que nous avons mis en place. Bien. Les certifiés. Les certifiés du projet Rajeunir. Oui, à un certain moment, est-ce qu'il ne fallait pas quand même faire confiance à l'administration, permettre aux cadres de gérer les grandes gueules, permettre de mesurer également cette modernisation? Parce que quand on dit modernisation de l'administration, c'est aussi quelque part la conscience professionnelle. Mais nous tirons les leçons du passé. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ouais. Depuis les 20 dernières années, combien de fois on a fait le contrôle, le recensement? Depuis des années. Ouais. Ça a donné quel résultat? Ces recensements ont été faits par des fonctionnaires. Ça a donné quel résultat? Rien. Bien. Il a fallu le recensement biométrique pour connaître qu'on a près de 10 000 fictifs dans la fonction publique. Alors, il faut répéter cette expérience. Je dis non. Bien. Il faut venir vers les jeunes qui ont intérêt à ce que nos fichiers soient assainis, qu'il y ait de la place pour eux et auxquels on va demander beaucoup de rigueur pour que ce contrôle connaisse une certaine réussite. Dans tous les cas, on ne peut pas tromper parce que la pointeuse, elle est électronique. Ou on est là, dans le système, ou on n'est pas. Bien. On ne peut pas corrompre. Allez. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas être enregistré. Si vous êtes là, vous êtes enregistré. Il n'y a pas de trucage dans ça. Je posais cette dernière question, Monsieur le ministre, au sujet des certifiés du projet Rajeunir et féminiser l'administration. Oui, c'est encore l'un des projets phares de Monsieur le Président de la République. Ouais. Alors, à chaque occasion, il ne cesse, n'est-ce pas, d'en parler, rajeunir et féminiser l'administration. Et je crois que progressivement, on est en train de faire la part belle, n'est-ce pas, à la jeunesse. Alors, c'est un projet qui a été initié avant que je ne vienne à la tête du ministère de la fonction publique en 2014. Et le projet consiste à recruter pour un départ 1200 jeunes fonctionnaires qui devraient être vraiment les fonctionnaires du changement. On devrait les former à toutes les pratiques du management public et aux principes enjeux de l'administration pour que ces jeunes-là soient en tout cas porteurs ou leviers, n'est-ce pas, du changement dans les administrations. Alors, on a recruté une première promotion, une deuxième promotion les 2 premières années et le projet a été bloqué par cause d'Ebola parce que ce sont des experts français avec l'appui donc de l'ambassade de France, l'appui financier et technique, les experts français qui venaient assurer la formation des jeunes. Depuis l'apparition d'Ebola, le projet a été interrompu. Nous espérons que dès la fin d'Ebola, le projet va reprendre. Et d'ailleurs, l'Union européenne était aussi vivement intéressée à venir appuyer ce projet parce que c'était à titre expérimental. Alors, il faut maintenant l'élargir, n'est-ce pas, pour lui donner un caractère beaucoup plus intégrateur. Bien. Alors, on va revenir sur les EPIC, parce qu'on a parlé du privé, pardon. Quand on prend un petit peu les EPIC, on sait bien du côté du ministère du Tourisme, il y a un décret présidentiel qui n'est pas du tout appliqué pour l'instant. Oui. On nous signale de ce côté. Vous avez même été saisi de la question. Justement. Expliquez-moi très bien, qu'est-ce qui se passe? L'ONT, il y a l'ONT, l'OGP. Quel est le problème? Il y a quand même des décrets qui ont été pris pour la fonctionnalité de leur, de leur mission, mais pour le respect de leur statut, ces EPIC-là, ces entreprises publiques à caractère industriel et commercial, et les décrets ne sont pas effectifs, ne sont pas appliqués, monsieur le ministre. Vous, en tant que ministre de la fonction publique... En quoi ils ne sont pas appliqués? Il faut être très, très concret. Et quelle est la disposition? Allez, est-ce qu'on va faire... mon cher Idi, voilà, est-ce qu'on peut appeler
écouter la Junior Condé, s'il te plaît, voilà, pour nous en dire un peu plus sur. Allez, Tamba. On va partir par exemple avec l'ONT, l'Office national du tourisme, où un décret récemment a été pris pour repréciser les rôles de chacun. À l'Office national du tourisme, en tout cas d'après nos informations, le ministère serait en train de peser davantage sur des prérogatives qui reviennent normalement au directeur national qui est M. Laye Junior Condé. Notamment que des permis d'exploitation dans le domaine touristique et hôtelier, ça revient normalement à l'Office national du tourisme. Aujourd'hui, il y a encore des souffrances, de sérieuses souffrances de ce côté-là, que le directeur national puisse justement agir en tant que tel. Le département semble davantage peser, notamment même dans la perception de certaines redevances vis-à-vis de l'Office national du tourisme. Tout ça n'entre pas dans l'escarcelle du directeur national. Je vais renchérir avec notamment la question des droits d'entrée. En ce qui concerne les projets de construction d'hôtels que nous sommes en train de voir pulluler ici et là, normalement, l'ONT doit avoir une part de ristourne, en tout cas dans ces tickets d'entrée. Cela n'a jamais été payé à cette époque. Voilà. Allez, nous avons la Junior Condé, peut-être qu'il va mieux nous expliquer, hein, parce que le ministre ne connaît pas du tout le dossier. Hein. Là, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Voilà, bienvenue dans cette émission à Bakadjolo. Oui, la question des épiques, on s'y intéresse. On sait que ça a du mal à être effectif dans notre pays. Des décrets sont pris comme dans votre cas. Expliquez-nous, est-ce que vous avez déjà saisi le ministre de la fonction publique de la question? Merci les grandes gueules. Les élections étant finies, grâce au marketing du président de la République, la Guinée retrouve une croissance à travers le barrage énergétique de Kaleta. Mais nous sommes estomaqués ce matin par rapport à la gouvernance qu'explique monsieur le ministre de la fonction publique. Nous avons été nommés à peu près à la même période. Nous avons fait le constat des lieux tel qu'il est en train de le faire. Il le sait pertinemment que les entreprises publiques sont des démembrements de l'État qui ont des rôles assignés à elles. C'est-à-dire qu'en clair, le président de la République a restructuré les entreprises publiques qui sont une entité au même titre que l'État, mais il s'avère que certains ministres dans certains départements n'arrivent pas à comprendre que ces entreprises publiques jouissent de l'autonomie financière et judiciaire. Comme dans votre département. A été pris récemment. Laye. Oui. Comme chez vous, avec Tata Vieux. Tout à fait. Au ministère du Tourisme, il est venu arbitrer plusieurs conflits et on a transcendé son niveau. Nous nous sommes retrouvés à la présidence sous l'arbitrage de monsieur le président de la République qui a pris un décret le 9 avril dernier. Alors, comme nous étions en période électorale, nous n'avons pas voulu faire encore jeter le dévolu sur la gouvernance au même titre que l'opposition, malgré la bonne foi du président. Mais il s'avère que nous sommes estomaqués lorsque le commissaire aux apports nous a donné des ressources à travers le ministre des Finances. En lieu et réponse de cela, le ministre de notre département écrit au conseiller du président pour lui montrer un acte administratif qui nous donne ses prérogatives. Alors, un ministre qui ignore que le décret est l'acte administratif supérieur, alors la mine se tombe de nuit aujourd'hui. Voilà des questions précises qu'il faudrait poser à monsieur le ministre de la fonction publique, parce que la bonne gouvernance, ce n'est pas qu'à la présidence. Chacun doit jouer son rôle, son poste, pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Les entreprises publiques, c'est pour diminuer l'emprise de l'État, comme cela fut le cas sous le régime de feu. Si on avait des entreprises publiques, Air Guinée n'allait pas partir, les trains n'allaient pas partir, les bateaux n'allaient pas partir. Voilà le problème qu'on a, et d'autres ont l'habitude de produire, ils n'ont pas envie de se départir
du caporalisme étatique. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut un arbitrage encore de monsieur le chef de l'État. Nous rentrons dans un processus de dénonciation à partir de cet instant. Voilà, merci beaucoup en tout cas, la Junior Condé. Le décret du président, et je veux que le décret du président soit appliqué. Bien. On n'a jamais vu un président prendre un décret, même de... C'est comme si on nommait le ministre de la fonction publique, et son prédécesseur dit non, il faut un autre décret de la Cour suprême pour que vous preniez fonction. Voilà le problème. Voilà, la Junior Condé. En tout cas, la question est posée, monsieur le ministre, vous avez écouté attentivement la Junior Condé. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de monsieur le directeur général de l'office. Et sans nier l'évidence comme quoi il existe des problèmes de dysfonctionnement dans nos administrations, comme il est en train de l'expliquer. Je dis que ce n'est pas au président même de faire l'arbitrage. Et le gouvernement, la structure gouvernementale est bien organisée. Je dis que le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation assure la police des structures et des effectifs dans l'administration. Les problèmes de texte, les problèmes de gestion des ressources humaines, les problèmes de structure, nous en sommes responsables. Pour le moment, nous n'avons pas été saisis officiellement. Je n'ai pas pris connaissance de ce problème. Et nous pensons que le problème n'est pas isolé. Et peut-être que dans un avenir immédiat, il va falloir organiser un atelier de relecture de tous les textes qui régissent ces établissements publics pour harmoniser et les rationaliser afin de faciliter leur application. Voilà. Allez, nous tendons à la fin de cette émission. Nous allons passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir, ça y a pas l'air, franchement, le ministre de la fonction publique ce matin, notre invité, monsieur Sékou Kourouma. Vous allez continuer à nous donner une note, évidemment, à la prestation de notre invité. Dans quelques minutes, il y aura le grand oral, il va s'exprimer, évidemment, pour vous rassurer, vous, fonctionnaires, à l'écoute de l'émission. Très nombreux à nous regarder à l'extérieur. Ahmed Camara, oui ou non? Alors, monsieur le ministre, vous l'avez signalé à l'entame de cette émission, c'est clair que la modernisation de l'administration, c'est un processus, mais également, on a besoin de beaucoup de moyens. Et vous avez dit que la date butoir est prévue pour 2017. 2017. 2017, c'est demain. Concrètement, si vous avez les moyens, vous allez pouvoir réussir votre mission en 2017. Si vous n'avez pas, vous n'allez pas pouvoir, même si vous restez à ce poste. Oui ou non? Le micro, s'il vous plaît. Oui, si j'ai les moyens. Et non, si je n'ai pas les moyens. Alors, mais actuellement, oui ou non, vous avez les moyens? Non, je n'ai pas tous les moyens. Voilà, Tamba. Alors, monsieur le ministre, oui ou non, il existe des chefs de département, je veux dire, des ministres à l'intérieur de l'équipe gouvernementale qui ne maîtrisent pas bien le système de l'administration étatique. Oui ou non? Je n'ai pas pleine connaissance. Voilà. Non. Jacques Liwalino. Oui ou non, monsieur le ministre, ces concours sont une opportunité pour votre département d'engager les proches à la fonction publique? Non. Oui ou non, vous craignez aujourd'hui pour votre poste? Non. Oui ou non, tous les 500 jeunes DAF auxquels le président avait promis donc, des emplois, oui ou non, ils ne sont tous pas dispatchés et déployés? À 90%, ils le sont. Alors, vous avez signalé tout de suite que vous n'avez pas tous les moyens. Oui ou non, à l'allure actuelle, si on continue, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs? Non. Non. Allez-y. Monsieur le ministre, oui ou non? Une minute, voilà. Oui ou non, vous êtes vous-même continuellement surpris par les défis de la réforme? Non. Oui ou non, il n'y a pas de synergie d'action entre le département, le vôtre, et les départements pour lesquels vous recrutez? Si il y a de la synergie. Voilà. Donc, oui ou non, on peut dire que la biométrie, l'opération de recensement biométrique a été une réussite en partie, oui ou non? Il y a beaucoup de défis encore, beaucoup de fonctionnaires fictifs encore à traquer. Oui, une réussite totale,
mais il faut amplifier. Voilà. Oui ou non, la mise en place de l'ENA, ce n'est pas avant la fin du second mandat du président Alpha Condé? Non. Monsieur le ministre, beaucoup de caméras, on appelle ça le grand oral. Donc, dans ce studio, vous allez fixer cela, évidemment. Depuis 2014, vous êtes à la tête de ce département. Vous allez prendre le micro, évidemment. Vous adresser à ces fonctionnaires, à l'écoute des grandes gueules en ce moment. Alors, je voudrais rassurer d'abord l'ensemble des fonctionnaires que les réformes en cours ou celles qui sont projetées visent en tout premier lieu à améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. On ne fait pas les réformes contre les fonctionnaires. Toute réforme contre les fonctionnaires est vouée à l'échec. Alors, déjà, nous avons en chantier la révision de la grille salariale pour mettre en place une nouvelle grille plus motivante et encore plus attractive et qui valorise les compétences. Il y a également un autre chantier qui porte pour une fois depuis 50 ans sur la protection sociale des fonctionnaires à travers la création de la caisse de prévoyance sociale et l'Institut d'assurance maladie obligatoire. Pour une fois, durant le second mandat du président de la République, les fonctionnaires vont être pris en charge au point de vue maladie, au point de vue accident de travail, au point de vue sinistre et avec tous les avantages indus. Donc, je dis que les fonctionnaires doivent croire en la vertu des réformes. Même les pays les plus avancés aujourd'hui continuent à faire la réforme. C'est une activité, c'est un mouvement perpétuel. Mais ce n'est pas pour mettre en cause, n'est-ce pas, les intérêts de la grande majorité des fonctionnaires, mais plutôt c'est pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Pour les jeunes en quête d'emploi, nous leur disons que, encore une fois, la jeunesse est au cœur du programme de société du professeur Alpha Condé. Alors, nous allons œuvrer progressivement au rajeunissement et à la féminisation de la fonction publique. Ceci veut dire qu'il y aura du recrutement. Parce que, prenez la retraite. Depuis plus de 20 ans, chaque année, on n'avait que 800, 900 qui partaient à la retraite. À notre arrivée à la tête du département, nous avons doublé, sinon triplé le départ à la retraite. Chaque année, maintenant, il y a près de 2600, 2500 qui vont à la retraite, qui laissent de la place. Donc, nous voulons rassurer les jeunes qu'ils auront de la place. Bien. Dans la fonction, mais la fonction publique n'est pas un bassin d'emploi. Nous voulons qualifier notre administration et c'est pourquoi l'ENA est en bonne place pour que la haute fonction publique soit le creuset de l'excellence dans la mise en œuvre de l'action publique. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être passé chez les GG. Merci. Voilà. Vous avez demandé, évidemment, c'était ministre Kourouma qui est notre invité ce matin, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Grand merci à toute l'équipe technique, à Mamoudou Kondé pour la réalisation de cette émission. Du côté de la télé, à 5, entre autres, Abdoulaye Kamara. Idiba était là au niveau de la radio. Vous allez passer une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.